Merci beaucoup de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz. C'est parti pour Grande Tribune de ce lundi 20 novembre 2023. Nous sommes en pleine campagne électorale. Voici les quelques lignes d'actualité prévues pour vous ce jour. Comme je l'ai dit, la campagne électorale pour l'élection présidentielle, législatives, nationales, provinciales, urbaines, municipales et locales ont commencé le dimanche 19 novembre 2023 et prendra fin le 18 décembre 2023 à minuit, heure locale. Les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Autre nouvelle. En référence aux conclusions des travaux de Pretoria auxquels mon parti, le LGD, a pris part, j'annonce mon ralliement à Moïse Katumbi qui portera le ticket de l'opposition à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, a tweeté Matata Pogno, en ajoutant que face à la fraude électorale massive planifiée, mais aussi face au monde qui nous regarde, la démarche de former un bloc solide et uni au sein de l'opposition est la seule stratégie que nous avons pour donner un sens à notre combat politique et pour redonner l'espoir au peuple congolais. J'invite les deux autres participants aux travaux de Pretoria à se joindre à Moïse Katumbi. Pour sa part, Moïse Katumbi a salué cette décision d'Augustin Matata qu'il qualifie de compétent, crédible et rigoureux dans la gestion, tout en saluant son humilité et la priorité qu'il donne à l'intérêt du peuple. D'après les sources concordantes, Denis Mukwege et Délice Sanga, ces deux leaders restent dans la course. Ils ne se sont pas désistés au profit de Moïse Katumbi, précise leur équipe de campagne. Autre nouvel élan, maître Blanchard Mongomba, nommé directeur de campagne du candidat à l'élection présidentielle Adolphe Mouzito. Cette équipe comprend un directeur national, 3 directeurs adjoints, 9 coordonnateurs de poule, 28 coordonnateurs provinciaux, un porte-parole national, 33 porte-parole provinciaux et des chargés de communication. Martin Fayulu a également lancé sa campagne électorale le dimanche 19 novembre 2023 à Bandundu-Ville. Après Matata Pogno, Seti Kouni se rallie également à son tour à Moïse Katumbi. Katumbi qui va donc démarrer sa campagne électorale le lundi 20 novembre à Kisangani, annonce ses services de communication. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci. On parlera processus électoral avec cette campagne qui a déjà été lancée. Le chef de l'État également était hier au stade des Martyrs où il s'est exprimé. Voici quelques propos qu'il a prononcés. Il a dit entre autres, je cite, « Le candidat de l'étranger ne saura pas citer le nom de l'agresseur de la partie Est et de notre pays. Vous êtes au centre de ma préoccupation. Je donnerai ma vie pour le Congo. » Félix Tshisekedi dit encore que ceux qui pensent que le Congo est pour voler, pour balkaniser, qu'ils se préparent. Nous n'allons pas les laisser faire. Le chef de l'État également a fait savoir qu'il n'y avait pas de place pour le dialogue entre lui et son homologue rwandais Paul Kagame. Nos chemins se sont séparés à jamais. Notre rencontre éventuelle se fera devant Dieu qui nous a crié. Il nous jugera et saura qui était le bon et le mauvais. Certains ont eu le pouvoir et n'ont pas été capables de construire une route ou encore un hôpital et viendront dire qu'ils vont vous rendre riches. Ne vous laissez pas manipuler, n'absorbez pas tous ces mensonges. Rien de mal n'arrivera à la RDC tant que moi je serai là. Voici les quelques propos forts que nous avons pu prendre de cette sortie médiatique du chef de l'État qui a lui-même lancé sa campagne électorale hier au stade des Martyrs. À deux invités, mesdames et messieurs.
Maître Blanchard Mongomba, qui est directeur de campagne, on va d'abord dire secrétaire général de Nouvel Élan et directeur de campagne du candidat à la présidentielle Adolphe Muzito. Maître, bienvenue dans cette émission. Merci Nos beaucoup, félicitations également. Merci beaucoup. Nous souhaitons toutes les bonnes chances. Merci beaucoup, cher Dad. Alors, Monsieur Déo Bizoubou, bienvenue également. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes plutôt candidat vers le Kivu, c'est ça? Je suis secrétaire général adjoint de l'UDPS, oui. en charge des questions politiques et des questions administratives, Oui. mais aussi candidat à la députation nationale dans la ville de Bukavu. Ville de Bukavu, au sud. Exactement. Kivu. Alors, avant de lancer les sujets, le premier sujet du jour, on va d'abord rester sur cette campagne électorale. Vous avez suivi hier le chef de l'État qui était hier devant les militants de l'Union Sacrée qui a lancé le temps de la campagne. Vous avez suivi ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé. On a pris quelques-uns ici. Et quelle est votre réaction particulièrement? Non, ben d'abord, merci une fois de plus, Dan, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur et je dirais que effectivement, nous sommes pendant la période de campagne électorale. Ce qui est sûr, tout le monde, chaque candidat aura la liberté. C'est vrai qu'il ne faudra pas aller au-delà des limites prévues par la loi, mais du moins, nous reconnaissons le droit à chaque candidat de dire ce qu'il pense pour séduire son électorat. Et dans les dires de M. Tshisekedi hier, je compris que effectivement, il est dans une démarche de vouloir séduire. Parce que lorsque il cite les candidats des étrangers, n'oublions pas que M. Tshisekedi lui-même, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, on s'est posé de questions. Est-ce que c'est vraiment sa légitimité, tirer sa source vraiment du peuple? Toutes ces questions-là, jusqu'à aujourd'hui, on a par moments du mal à trouver des réponses. Parce que lorsque je suis, par exemple, Messieurs Corneille Nangaa qui dit des choses, jusque-là, je suis toujours dans le questionnement de savoir si, effectivement, Messieurs Félix n'était pas non plus le candidat de l'étranger ou le candidat des Congolais. Lorsqu'il parle de la gouvernance, c'est bien bon, il faut parler de la gouvernance de certains, puisqu'ils ont eu à gérer, mais aujourd'hui également, nous pouvons scruter, nous pouvons analyser la gouvernance de messieurs Félix Tshisekedi pour comprendre qu'il y a quand même de problèmes que nous pouvons reprocher. Puisque s'il faut voir le perspective que présente la République démocratique du Congo ou que présentait la République démocratique du Congo lorsque messieurs Félix Tshisekedi accédait au pouvoir et les efforts fournis par messieurs Félix Tshisekedi et son gouvernement, je peux me permettre de dire qu'ils auraient pu faire un peu plus partant de perspectives, partant de, en tout cas, de potentialités que présente notre pays. Mais malheureusement, vous sentez que nous sommes encore dans le balbutiement, nous sommes encore en train de boitiller, ça montre qu'il y a encore de problèmes. Donc, je conclus par rapport à cette question en disant que on a entendu messieurs Félix Tshisekedi, mais personnellement, je n'ai pas suivi ce qu'il compte faire, ce qu'il compte proposer de nouveau à notre peuple. Parce que lui, comme gestionnaire, il devrait commencer par donner son bilan. Qu'est-ce qu'il avait trouvé lorsqu'il accédait au pouvoir avec des chiffres, avec des indicateurs bien précis, et nous dire ce qu'il a pu faire en partant de ce qu'il a trouvé. Il démontre ce qu'il a fait, les décalages ou la démarcation qu'il a pu créer et ce qu'il compte faire dans les prochaines années si jamais le peuple pourrait encore lui redonner confiance, lui donner confiance. Nouvel Élan, Adolphe Muzito, votre candidat avait soutenu Martin Fayulu en 2018 et aujourd'hui, quelle est la position de Nouvel Élan, quelle est la position de Adolphe Muzito? Est-ce qu'il va faire cavalier seul ou il va aussi se rallier à d'autres candidats? Non, mais Adolphe Muzito est candidat président de la République. Le numéro 24 à la présidentielle, c'est bien Adolphe Muzito. Et je vous annonce officiellement que c'est déjà ce mercredi au collège Boboto, la salle du collège Boboto, que le candidat numéro 24, M.
M. Adolphe Muzito, le prochain président de la République, va présenter son offre politique, son programme, avec chiffres à l'appui, montrer d'où nous venons, c'est-à-dire où se trouve le Congo actuellement, ce qu'il compte présenter en termes de projection, partant de perspectives que présente notre pays, et démontrer les déroulés, comment il entend mettre en place ces politiques publiques pour atteindre, par exemple, le PIB que nous comptons, en tout cas... Est-ce que vous allez faire cavalier solitaire ou vous allez vous rallier à notre candidat? Nous ne fermons pas le porte aux autres, aux candidats qui veulent se rallier à Adolphe Muzito. Adolphe Muzito est le candidat de Congolais et il pense avoir le meilleur programme que tous les autres candidats. Ce qui fait que les candidats qui voudront accompagner sa vision, qui voudront l'accompagner avec ce qu'il présente en termes de l'offre politique, eh bien, comme nous le disons toujours, que le Congo est un pays continent, on ne peut pas s'engager dans la présidentielle et espérer gagner tout seul. Donc, il est possible que nous puissions être en tout cas soutenus ou rejoints par certains candidats. En tout cas, nous leur disons déjà que les portes sont grandement ouvertes, donc nous ne pouvons pas refuser l'appui des uns et des autres. Tout à fait. Pour finir, avant de donner la parole à M. Deo Bizoubou, alors, pourquoi vous n'avez pas été en Afrique du Sud avec les autres les délégués des autres leaders politiques? C'est parce que nous avons estimé qu'en Afrique du Sud, les délégués des leaders politiques ou candidats présidents de la République étaient allés pour, en tout cas, discuter autour de leur positionnement personnel. Et nous avions estimé que puisque nous sommes pendant la période, aujourd'hui on est déjà en pleine campagne, à l'époque on était dans la période de pré-campagne, nous avions estimé qu'il fallait se concentrer pour proposer à notre peuple, en tout cas, un programme alternatif par rapport à ce que nous avions vu pendant la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Aller passer les temps en Afrique du Sud et ne pas se mettre d'accord, c'est vrai. Aujourd'hui, nous entendons ça et là, ici et là, le ralliement de certains candidats. Tant mieux pour eux, mais nous avions estimé... Est-ce que vous avez reçu l'invitation de la Fondation Kofi Annan? Est-ce que vous avez reçu Effectivement, il y a eu de contacts, en fait, des invitations, des appels. Les gens nous ont contactés pour ces échanges, mais nous leur avions posé la question de savoir s'il était question d'aller discuter des personnes ou c'était pour aller discuter d'un programme pour l'intérêt du peuple. Lorsque nous avions conclu à notre niveau qu'il était question de discuter autour de personnes, nous avions estimé que ce n'était pas prioritaire en ces moments-là. Ce qui était prioritaire, le plus important pour nous, c'était de nous concentrer sur l'offre à présenter à notre peuple. Parce que l'offre, c'est les contrats sociaux qui va lier le président de la République, Adolphe Muzito, en 2024, et le peuple congolais qui va le voter sur base de ces programmes. D'où il fallait se concentrer pour présenter un meilleur programme chiffré, quantifié dans le temps et dans l'espace pour justement ne pas taper à côté comme nous l'avions vu avec d'autres pendant les législatures passées. Merci, Maître Blanchard Bongoba. Alors, Monsieur Deo Bizoubou, c'est la première fois que vous êtes avec nous sur ce plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, je vous pose la question, je crois que vous avez été au Stade des Martyrs, certainement hier. Le chef de l'État a dit, dans son discours, le candidat de l'étranger ne sera pas cité le nom de l'agresseur de la partie est de notre pays. Est-ce qu'on peut savoir à qui le chef de l'État faisait allusion exactement? Merci beaucoup pour l'invitation, M. Dan. Oui. Je voudrais d'abord, comme c'est la première fois que vous disiez, mon nom c'est plutôt Deo Bizoubou Balola. Bizoubou Balola. Bizoubou Balola, pas Bizoubou. Parce qu'il faut faire attention, j'insiste chaque fois que la partie est, elle est très sensible. Oui. De telle sorte que par moment vous citez mal les noms, vous allez prononcer mal les noms de quelqu'un, facilement il est de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Moi, je suis Bizoubou Balola, je suis originaire du Sud Kivu. D'accord. Bukavu, originaire du territoire des Cabarets. Excusez, on va mal prononcer votre nom. Monsieur je vous remercie pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur qui est en face de moi, Maître Blanchard. Heureux de vous retrouver. Merci. Je voudrais dire que le chef de l'État, il a effectué hier, il a entamé la campagne électorale par Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? C'est la capitale. Et là, il a parlé en lingala, comme en Mboka exactement. Et lorsqu'il dit que... D'abord, je voudrais quand même
un tout petit brièvement, ouvrir une parenthèse que je vais aussi fermer par rapport à ce que disait Maître Blanchard. Vous savez, lorsque on a été au pouvoir, avant Félix-Antoine Tshisekedi, dans les anciens régimes comme le président Félix-Antoine Tshisekedi, il est parfois difficile de reconnaître ces bons effectués par Félix-Antoine Tshisekedi. En seulement, il a même insisté hier, seulement presque 3 ans. Parce que les 2 premières années là-bas ont été caractérisées par, il a parlé de, comme on dit à Kinshasa, en Lingala, corrompoint. C'est-à-dire les anciens, M. Kabangé avec son régime, qui il tenait à ce que, parce que, et n'oublions pas que M. Kabangé voulait que Félix-Antoine Tshisekedi soit au pouvoir pour 5 ans, qu'il le gère, qu'il n'y ait aucune avancée, et que les populations disent finalement, voilà, il n'a rien fait, il doit partir. Et vous vous rappelez à l'époque là, on parlait des pantins, on parlait de quelqu'un qui venait chauffer juste le siège, et de M. Kabangé, les gens qui reviennent. Ça a pris 2 ans. Vous savez, pour défaire plutôt, M. Kabangé, lorsque le chef avait parlé du déboulonnement à l'époque, on ne l'avait pas cru. Et pour isoler M. Kabangé, nous sommes en train d'aller aux élections. Il n'est pas là. Ce n'est pas facile. C'est du travail. Il a fallu être Félix-Antoine Tshisekedi pour y parvenir. J'ai en face de moi mon co-débatteur qui a été avec l'ancien régime de M. Kabangé. M. Mouzito a été, si j'ai bonne mémoire, de 2008 à 2012. Il était Premier ministre. Nous savons, il n'avait pas démissionné formellement pour dire que je quitte. Non, il a été dans ce régime. Et vous savez, ce régime-là nous avait laissé combien comme budget? C'est 4 milliards. Ce régime-là, 4 milliards. C'est normal que lorsque on voit ce que fait Félix-Antoine, je reconnais que rien n'est parfait sur la terre ici. Lorsque l'homme agit, ce n'est pas parfait. C'est une œuvre à parfaire. Mais à voir là d'où nous venons du gouffre. Félix-Antoine Tshisekedi le relèvement a déjà commencé pour cette nation ici. Et je veux dire que le chef d'État n'a pas été devant les militants de l'Union sacrée. Non. Il a été devant la population qui est venue. Parce que pendant la campagne électorale, toute personne, tout Congolais est loisible d'aller écouter tout candidat. Il n'y a pas de souci. Et bien entendu, la majorité est composée par les doctorats qui portent le candidat. Ferait à nouveau confiance au chef de l'État. Quels sont les éléments probants? Je viens d'avoir la première question que vous avez posée. Vous avez posé la question des candidats de l'étranger. Tout à fait, candidats de l'étranger. Parce que vous étiez en train de chercher de brosser un peu le bilan. Je suis entré dans le même... Oui. J'arrive. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Je commence par la protection de notre case, notre mère patrie, qu'est la République démocratique du Congo. On n'avait jamais eu un chef de l'État qui tienne le front au Rwanda et aux agresseurs comme le fait Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui. On ne l'avait jamais vu. M. Kagame a décidé de Kigali de prendre en une semaine Goma, Bukavu, Uvira tomber en une semaine. On a même vu Moutebusi, Laurent Nkunda, partir de Goma à 200 km pour aller rejoindre Moutebusi dans la ville et prendre Bukavu. Vous vous rappelez, nous sommes en 2002-2003. Voyez-vous. Et aujourd'hui, le front est tenu par le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée. L'armée est en train de quand vous constatez aujourd'hui, c'est depuis des décennies. Les questions de l'Est sont un franc succès pour les 5 ans du pouvoir en place. Parce que vous évoquez les cas de l'Est de la RDC parmi les éléments. Je dis, nous contenons le chef de l'État, tient les fronts. C'est depuis pratiquement, donc Bukavu n'est pas tombé, Uvira n'est pas tombé, Goma n'est pas tombé, et ainsi de suite. Nous sommes en train, on circonscrit cette menace. C'est un franc succès. J'arrive par rapport à là d'où nous venons. Vous avez dit qu'en une semaine, Bukavu, Uvira, Goma tombé. Vous avez vécu ça. Et c'est de l'histoire tout à fait récente. Ensuite, venons-en d'abord à la liberté. Parce que le régime qui nous a précédés, c'était un régime qui caporalisait les institutions et les individus. Nous avons eu dans ce pays des personnes qui étaient interdites de mettre pied dans ce pays. L'armée avait été liquéfiée. On n'avait plus d'armée ici au Congo. Rappelez-vous que cette armée a été dirigée par un certain James Kabarebe, qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise. Et n'oubliez pas que le régime précédent
n'a été que la continuité de l'AFDEL. Ne revenons pas sur d'où sont venus les uns et les autres. Donc, de ce côté-là, le front est contenu. Vous savez, arrêter la guerre, la terminer, ça prend du temps. Et c'est comme ça que je viens à la question que vous avez posée. Sun Tzu nous dit quoi dans l'art de la guerre? Il dit, il faut connaître l'ennemi et se connaître soi-même. Plus vous connaissez votre ennemi, vous connaissez vous-même, 100% vous serez gagnant. Or, pour connaître l'ennemi, vous voulez mettre fin à la guerre, commencez par identifier l'ennemi, parce que vous n'allez pas connaître quelqu'un que vous ne savez pas identifier. Mais aujourd'hui, les frontières, la RDC telle que l'on dans toutes les frontières, on n'a pas la même superficie. Il y a des territoires qui sont aussi aujourd'hui, qui sont pris entre les mains des rebelles. Vous avez Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, qui sont aujourd'hui entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que c'est dans cet état-là que vous avez pris le pouvoir en 2019? Vous savez, nous avons... Est-ce que vous aviez hérité des territoires qui étaient occupés par les rebelles? Je vous ai dit, ils étaient occupés d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'ils étaient... D'une façon ou d'une autre, tellement on avait liquéfié l'armée. C'est comme ça que moi je vous ai dit que on avait des officiers. D'abord parce qu'on avait des officiers qui travaillaient pour l'étranger. Absolument. Rappelez-vous que le chef de l'État a eu à prendre une ordonnance dans ce pays pour chasser de l'armée des officiers qui collaboraient avec l'étranger. Il y en a qui sont même en prison, voyez-vous. Pour dire que, pour détricoter ce que M. James Kabarebe et les Rwandais ont tricoté dans les réseaux de l'armée et des services de renseignement, ils l'ont fait depuis 1997. Et ce sont des décennies pour détricoter, pour être à mesure d'éloigner, parce que la guerre, il faut faire attention, on ne gagne pas la guerre seulement avec les armes. Non. L'armée, la police, ils font le travail, ils sont comme les yeux et les oreilles pour l'homme. Avant de faire le mouvement, il faut avoir les renseignements. Très bien. Or, tous ces renseignements-là, tous les réseaux étaient truffés d'argent à la solde. Et c'est comme ça que ça prend du temps, bien entendu. Au moins, ce front, le chef de l'État circonscrit. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons parlé de la loi de programmation militaire dont on ne parlait plus jamais dans ce pays. Le budget de l'armée est monté. Donc la question de l'Est est un succès. Je dis, c'est un succès dans la mesure où le Rwanda ne fait plus n'importe comment, ne fait plus n'importe quoi à l'est du pays. Vous avez appris comment l'or traversait vers le Rwanda. Donc le Rwanda exportait l'or, venu du Kivu. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on est allé prendre des gens, on les a accueillis. D'accord. On les a pris la main dans le sac. Je voulais dire que nous venons de loin. Le chef de l'État, je comprends que le collègue n'a pas été, le secrétaire général n'a pas été au stade hier, mais le chef de l'État a donné le bilan. Le bilan. Il a dit que lorsqu'il accède au pouvoir en 2019, il lance l'idée de la gratuité. Eh bien, les autres n'avaient jamais cru. Merci. Or, c'est inscrit dans la Constitution depuis 2006. Merci beaucoup, M. Deo Bizibou Balola, qui est donc secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti politique au pouvoir. Alors, Maître Blanchard Mongoba, la question de l'Est. Monsieur Deo Bizibou vient de peindre un tableau qui est totalement reluisant. Il dit que, comparé à l'endroit d'où nous venons jusqu'au jour d'aujourd'hui, la situation est quand même reluisante. C'est-à-dire que le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour que la situation, le Congo, puisse revenir, la RDC puisse revêtir sa plus belle robe en ce qui concerne la question de l'insécurité. Quel est votre point de vue à ce sujet? D'abord, je commencerai par dire que lorsque mon collaborateur, M. Deo, parle de des années de gâchis, il parle de rond-point, il faut faire noter que ça n'a pas été imposé par le peuple congolais. C'était la volonté de deux hommes, M. Kabila et M. Tshisekedi. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. Donc, ils ont accepté de se mettre ensemble parce qu'ils ont estimé qu'ils allaient donner le meilleur d'eux mêmes. Mais malheureusement, ça n'a pas donné le résultat escompté. Donc, ils doivent mettre ça dans leur actif. Ça a échoué parce qu'ils se sont décidés de se mettre ensemble sans tenir compte, effectivement, de ce que l'un et l'autre pouvaient donner
Ça n'était pas une contrainte constitutionnelle. Le chef pas de du l'État... tout, parce que la Constitution donne la possibilité d'aller en cohabitation comme de se placer en coalition. Et ils avaient opté pour la coalition et ils doivent assumer. Donc c'est dans leur bilan, ils doivent les comptabiliser, ils doivent en tout cas assumer cela. Deuxième mise au point, très souvent les gens parlent de M. Mouzito comme étant Premier ministre de M. Kabila. Effectivement, Adolphe Mouzito était Premier ministre, même ministre du budget lorsque Kabila était au pouvoir. Mais Adolphe Mouzito n'a jamais été ministre ou membre du PPRD du parti de M. Joseph Kabila. Monsieur Adolphe Mouzito s'est retrouvé Premier ministre dans le cadre d'une coalition, un peu comme le FCC et le CACH avec Monsieur Tshisekedi. Et en ces moments-là, c'est le patriarche Antoine Gizenga qui avait signé avec Kabila. Et Adolphe Mouzito, puisque fidèle à son leader, fidèle à son parti politique, il a répondu. Mais ce qu'il faut faire noter, c'est que lorsqu'il arrive, il n'a pas seulement bénéficié de cet accord, mais il a apporté le maire de lui-même pour donner la vie à cet accord entre Kabila et Gizenga. La preuve, c'est que lorsque Adolphe Mouzito, déjà comme ministre du budget, arrive au pouvoir en 2007-2008, il trouve un budget de 800 millions de dollars. Il a fallu, en tant que ministre du budget, voir comment préparer le terrain de manière à nous amener vers un décollage. Et lorsqu'il quitte en 2011-2012 comme ministre, Premier ministre, il laisse un budget de 3,5 milliards. Donc c'est pour dire que pendant le quinquennat, tout en étant en alliance avec Kabila, alors que ça n'a pas mis fin à la corruption. Non, avant l'arrivée de Gizenga, non, je sais que une armée brassée, mixée. En 2009, l'accord de 2009 de CNDP a été signé pendant que Mouzito était Premier ministre. Non, Dan, c'est très important. C'est-à-dire que Mouzito a trouvé un budget de 800 millions et il le quadruple. Il multiplie par 4, ce qui donne un pourcentage de 300. Mais maintenant, parce que quelque part, M. Deo a dit, le pays, en tout cas, nous venons du gouffre. Effectivement, nous venons du gouffre. Pourquoi, vous savez? Parce que depuis 1960, les Congos, nous, comme élite de ces pays, quand je parle de nous, je vois nos aînés, je vois nos parents, ils ont détruit l'économie. Tout ce que le blanc a laissé, ça a été bousillé, ça a été bouffé par nos aînés. Ce qui fait que lorsque le nouveau animateur arrive, l'élite arrive, l'élite a une conscience, il doit commencer par travailler. Et c'est ce que l'équipe Mouzito, par exemple, a fait. Il a travaillé pour nous sortir, par exemple, de la dette extérieure publique de 14 milliards de dollars. Il nous a sorti du budget de millions pour commencer aujourd'hui à parler de budget de milliards. Il a fallu le gouvernement de Mouzito. Il a trouvé une armée qui était presque, en tout cas, abandonnée. Et il a fallu, parce que pour construire une armée, il faut avoir un budget. Et tout a commencé par là avec le 300% du budget accumulé ou augmenté par le gouvernement. Quels sont les éléments, quels sont les facteurs les plus forts qui donneraient de la supériorité à Adolphe Mouzito vis-à-vis de Félix Tshisekedi? C'est quoi les éléments qui, aujourd'hui, sous lesquels la population peut se fier pour voter Adolphe Mouzito par rapport à Félix Tshisekedi? Déjà, le premier élément, c'est là où nous parlons du budget. Parce que nous ne pouvons pas faire la politique sans jeter un coup d'œil sur le fonctionnement, la situation économique. Or, sur le plan économique, j'ai démontré ici qu'Adolphe Mouzito, là où il quadruple le budget, aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a fait que tripler les budgets. Là où Adolphe Mouzito avait augmenté de 300%, le gouvernement, l'équipe, en tout cas coordonnée ou l'équipe pilotée par M. Tshisekedi comme chef de l'exécutif, n'a fait que augmenter de 200%. Ça montre déjà qu'il y a une différence dans la manière de faire. Pourtant, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a de perspectives avec la possibilité, avec l'augmentation de minerais et tout ça, on pouvait aller au-delà, mais on a senti que ça tournait quelque part. Lorsqu'on parle même de la gratuité de l'enseignement, effectivement, à l'époque de Mouzito, on ne pouvait pas appliquer à la lettre la gratuité de l'enseignement parce qu'il fallait tenir compte de la situation d'où nous venions. Où est-ce que nous nous sommes retrouvés? Parce qu'il fallait apurer la dette extérieure publique. Il fallait, et c'est ce qui a même donné à ce que nous puissions avoir, en tout cas, ce qu'on a appelé le service de la dette, le fait que ça a été enlevé, ça a permis à ce que nous puissions bénéficier de
projet de construction de 1000 écoles et autres. Malheureusement, ça aussi, ça a été détourné. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu un travail en amont avec le gouvernement Mouzito qui a permis aujourd'hui à ce que les autres viennent parler du budget en termes de milliards, de l'accroissement et tant d'autres. Donc, je reviens pour dire que... Pour finir, oui. Aujourd'hui, parlons de la sécurité. S'il faut dire que nous avions évolué dans nos relations ou dans la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays, moi, je continue à me poser la question parce que on continue toujours à compter des morts dans la partie est. Lorsque le Nouvel Élan et Adolphe Mouzito, à l'époque, nous disions qu'il fallait mettre en place une armée responsable, c'est-à-dire équiper nos FRDC pour qu'ils aillent mater toutes ces forces négatives-là, mettre hors état de nuire le Rwanda, les gens estimaient que non, il fallait continuer à coopérer avec Kagame. Lorsque nos amis se réveillent en retard, on sent qu'on a perdu déjà autant de millions de Congolais. Mais on n'a pas présenté des excuses au peuple congolais. Mais aujourd'hui, on veut quand même se rebuffer pour dire que non, nous devons aller. Non, moi je pense qu'il faut proposer de manière concrète. De manière concrète, nous, nous disons par exemple par rapport à la situation de l'Est, que non seulement qu'il faut faire la guerre, mais il faut aussi ériger un mur de séparation. Et ça, quand même, je reconnais, M. Félix Tshisekedi a recouru à cette idée d'Adolphe Mouzito, publiée dans sa 28e tribune, de construire un mur de séparation. Malheureusement, il n'avait pas cité à Brazzaville la source qui est Adolphe Mouzito de cette idée. Monsieur Adolphe, Monsieur Déo Bizibou, je vous donne la parole. Alors, avant que vous puissiez continuer sur les éléments qui peuvent permettre à ceux qui pourront pousser les Congolais à voter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est-ce que cette coalition de l'opposition pour la désignation de Moïse Katumbi, comment vous réussissez? Ça vous fait peur? Comment ça peut nous faire peur, nous qui avons donné autant de liberté à ses compatriotes? Il y a des compatriotes, je disais qu'il y a des compatriotes, il y a des personnes dans ce pays qui ne pouvaient plus mettre, qui ne mettaient plus pied dans ce pays. Là, parmi ces opposants-là, il y en a qui étaient en prison que Félix Tshisekedi a sorti. C'est avec son avènement au pouvoir que ces messieurs et ces dames sont sortis de la prison. Ils sont libres de parler, d'aller poser la candidature contre lui. Ils sont même libres de contester sa candidature déposée à la CENI, vous avez vécu. Mais qu'est-ce que vous voulez en compagnie? Nous sommes dans la démocratie. C'est la démocratie pour laquelle, effectivement, l'UDPS, derrière Félix Tshisekedi au Mulumba, nous sommes battus exactement. Mais nous constatons que le combat de Félix Antoine Tshisekedi commence à faire notre père à porter ses fruits. Et les opposants, ils en bénéficient. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi dire d'abord que... Le social aujourd'hui, le taux d'échange aujourd'hui... Permettez-moi d'arriver, de parler d'abord des mots. Le social. Est-ce que vous avez réussi? Mon co-débatteur parlait de... Du point de vue social. Il a été d'accord avec moi que le pays vient du gouffre, de très loin. Et c'est là que j'ai une notion très importante que parfois je développe. C'est comme ça que moi, au lieu de parler des classes politiques, je parle des classes politiques. En fait. Parce qu'on ne peut pas concevoir que tout ce Dieu a menti ce Congo ici, qu'on soit en train de se plaindre si nous avions vraiment la classe politique. Ah non. Classe veut dire les meilleurs. Moi, je prends plutôt la classe parce que si Dieu doit nous juger, nous les Congolais, et surtout quand on dit on est politique, parce que quand on est politique, eh ben, on a la part des responsabilités, on a la plus grande part des responsabilités dans la direction des affaires de l'État et du pays. Donc, vous gérez la population. Nous avons, lorsqu'il parlait de la coalition FCC-Cash, autant il nous dit d'endosser cette responsabilité-là de 2 ans, autant je lui dis aussi d'endosser la responsabilité de la coalition qu'ils avaient avec M. Joseph Kabangé à l'époque quand M. Mouzito était Premier ministre. Ça veut dire pas nous parlons de l'Est. Le mixage, le brassage, où nous avons vu de Rwandais dans l'armée congolaise, où nous avons vu un certain Nkunda, un certain le Terminator, qu'on a arrêté, qui est allé à la haie pour dire que je ne suis pas congolais, je suis plutôt rwandais. Voyez-vous? Mais c'est à l'époque de qui? Mouzito, Premier ministre. Il y a eu ces accords-là. En ce moment-là. 2009. Exactement. Donc il faut assumer. On avait voulu construire une armée forte. Comment construire une armée forte lorsque vous avez accepté que des Rwandais Mouzito a participé à la fragilisation de l'armée. Absolument. Absolument.
Et parce qu'on parle aussi donc, il faut assumer cette responsabilité-là à ce niveau-là. Donc, M. Mozito... Est-ce que le peuple était au cœur de votre action gouvernementale? Le peuple d'abord. Est-ce que vous, du point de vue social, qu'est-ce qui a été concrètement fait pour 100 millions de Congolais? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, M. Dan. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de choses. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, je parle d'abord de la gratuité de l'enseignement. Quand vous voyez ce que les parents donnaient à l'époque pour que l'enfant aille à l'école, aujourd'hui vous entrez dans les villages, peut-être en ville on ne sent pas ça beaucoup, trop fort, mais à l'intérieur du pays, il y a des provinces tout entières où vous n'avez pas d'usine. Nous sommes par exemple à Kwango et consorts, vous n'avez pas une usine, vous n'avez pas, mais les grands employeurs là-bas, c'est l'État. Et lorsque l'enseignant est payé... On dénonce un peu la qualité de l'enseignement. J'arrive. La qualité de l'enseignement. On ne peut pas tout avoir du coup. On ne saurait pas tout avoir du coup. Pourquoi? Mais vaut la quantité que la qualité. J'arrive. Oui. D'abord, c'est quoi? Là où il n'y avait rien, un enfant 5 millions, 6 millions qui n'avait plus accès à la salle de classe. À la salle de classe. On va faire maintenant le constat que, ok, on en a maintenant plus, il faut multiplier le nombre de classes. Et c'est pourquoi exactement quand le chef de l'État arrive à concevoir le programme de 145 territoires, vous trouvez qu'il y a le nombre d'écoles, effectivement, qu'on est en train... Donc le nombre s'accroît. Et donc ces nombres-là, l'insuffisance des infrastructures, est donc prise en compte. Et quand vous voyez l'enseignant, ce qu'il était payé autrefois là-bas, d'abord nous avons hérité de cela qu'on a appelé ici dans ce pays, NU, par milliers. Parfois de manière péjorative, et on les appelait les nus. Donc c'est-à-dire, voilà, nouvelles unités. Mais c'est par centaines de milliers que ces personnes-là ont été mécanisées et la situation a été régularisée. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans nos villages, on n'avait plus de chèvres dans nos villages parce que chaque mois, les parents devaient vendre chèvres, moutons et consorts pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Combien de kilomètres de route vous avez construit? Combien de kilomètres de route? Il y en a beaucoup. Combien? Il y en a beaucoup. De façon chiffrée. Parlons seulement à Kinshasa. Et chaque jour, ça évolue. Regardez à Kinshasa ce que sont devenues les infrastructures. Il y a des avenues qui n'étaient plus jamais fréquentées depuis l'indépendance, qui sont aujourd'hui en train d'être refaites. Vous avez, prenons Elengesa. C'est vers les années 1900, je pense, les années 1990 qu'on prenait le transport Victoire, Elengesa et consorts. Mais cette route n'existait plus. Quand vous arrivez à Lemba aujourd'hui, la voirie interne, on l'a fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant cette année, pendant ce mandat ici. Alors, sur le plan social, je vous ai dit que tous ces agents de l'État, tous ces enseignants là-bas, l'argent qui leur est payé chaque mois, il va où? C'est dans les ménages. Les parents qui ne payent plus la scolarité, cet argent, ce qu'il économise là, il met où? C'est dans son ménage. Donc on a évolué, quand on dit le peuple d'abord, n'oublions pas que le peuple d'abord, l'homme c'est d'abord l'éducation qu'il reçoit. Et de ce côté-là, je pense que nous sommes en train d'évoluer, comme j'ai dit, on ne saurait pas tout avoir du coup. Nous sommes au niveau, nous sommes maintenant là, au niveau de en disant 100 cases, 100 cases. Il suffit que vous, tel que vous êtes ici, on vous dit que vous n'avez pas passé la nuit aujourd'hui. Cette émission, on ne saurait pas la présenter. Là, voilà pourquoi j'insiste sur la défense du Congo avant toute chose. D'abord le Congo. Et comme vous savez, ce Congo a prouvé depuis très très longtemps. Regardez, je faisais allusion à la guerre de Nkundabatwa et Montebus lorsque Bukavu était tombé. On a vécu le Congo entier mobilisé de l'est à l'ouest, nord-sud, pour dire ok, nous sommes un seul pays. Et aucun centimètre de ce pays ne doit échapper à nous Congolais. Et voilà, donc je pense que les choses sont en train d'aller. D'accord. Eh ben, le chef de l'État a dit clairement, autrefois dans son dernier discours à la nation, sur l'état de la nation, il disait, on va faire le choix entre partir de zéro. Ou consolider, consolider bien, les acquis. Voilà, ou bien consolider les acquis qui sont déjà là. Merci je beaucoup. pense que les Congolais qui voient là où nous sommes en train d'aller, lui feront davantage confiance et pour un second mandat. Merci beaucoup, M. Deo Bizibou. Maître Blanchard Mongoba. Adolphe Mozito a eu le privilège d'être Premier ministre, donc il a l'expérience d'avoir géré le pays. Quels sont les points faibles
d'Adolphe Muzito aujourd'hui? Les choses qui peuvent faire en sorte que Muzito ne soit pas élu comme président de la République. C'est sa compétence et sa probité. Les points faibles. Effectivement, ce sont là ses points faibles. Donc, ce qui peut constituer le point faible pour certains, c'est justement ce qui est le point fort pour nous, c'est-à-dire sa compétence et sa probité. Ce qui fait que, par moments, certains le trouvent compliqué, certains trouvent qu'il est, comme on dit généralement, le Congolais trop logique, alors ils préfèrent aller ailleurs. C'est ça, justement, le point faible d'Adolphe Muzito. Mais je voudrais quand même revenir la question de l'Est. sur quelque chose. La question de l'Est. Oui, mon co-débatteur a parlé de l'endossement. Effectivement, nous endossons le fait que Adolphe Muzito ait travaillé avec messieurs Kabila. Ça, nous ne l'avions jamais nié. Mais le problème, c'est que même dans la Bible, on parle du degré des responsabilités. Parce que n'oubliez pas que la Constitution parle... Ce n'était pas de votre faute. La Constitution parle de collaboration et de domaines exclusifs. Le Premier ministre a ses domaines où il est le patron, mais le domaine, par exemple, de la défense, eh bien, sont là les domaines qu'il partage et le président de la République a toujours une prédominance dans ces domaines-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute personne qui vous parle de la situation de l'Est, des accords secrets, de tout ce qu'il y a eu, Moutebousi et autres, personne ne vous présentera un document ou un décret signé par le Premier ministre Adolphe Muzito. Personne. Donc, s'il existe des accords... L'action gouvernementale, c'est lui le patron de l'action gouvernementale. Mais n'oubliez pas que l'exécutif a deux têtes. Dans notre Constitution, le président de la République est membre de l'exécutif et chef de l'État. Mais le Premier ministre est aussi dans l'exécutif, mais son chef, c'est le président de la République. Vous savez, en France, on parle du régime orléoniste. Le régime orléoniste, on faisait référence à Orléans, hein, le roi Orléans. Et en ce moment-là, lorsque vous retrouvez comme Premier ministre, vous êtes appelé à répondre non seulement devant le Parlement, mais aussi vous êtes responsable, vous répondez devant le chef de l'État. Ce qui fait que dans le domaine de la défense, le président de la République dans notre pays a une prédominance. Ce qui fait que lorsque, qui peut le plus, peut le moins, lorsque le président de la République décide et le Premier ministre n'a pas le pouvoir et ne peut pas décider de façon dans ces domaines-là. plus concrète, Maître Blanchard Mongomba, vous voulez dire que l'accord de 2009 avec le CNDP, ce n'était pas Adolphe Muzito qui était l'auteur ou qui était à la manœuvre de la signature de cet accord, c'est plutôt Joseph Kabila. Voilà pourquoi je vous dis que personne ne pourra se présenter ici avec un quelconque document officiel ou non officiel signé par M. Adolphe Muzito. Il n'a aucune responsabilité dans cela, aucune. Si je dis aucune, ça ne serait pas honnête, mais je dirais que la responsabilité ici, c'est en termes de degré. Ouais. Adolphe Muzito, comme membre du gouvernement, c'est vrai, il peut avoir sa part de responsabilité. Chef du gouvernement, oui, oui. Pour lequel il dépendait, il avait une hiérarchie qui est le chef de l'État, qui lui, constitutionnellement parlant, a un contrôle sur le plan de la défense. Oui. Donc, c'est le chef de l'État qui a le contrôle sur ces points-là. Donc, ça, c'est très, très important. Parce que les gens, lorsqu'ils évoquent cette situation, ils pensent que non. Adolphe Muzito, là où il avait le contrôle plus ou moins aisé, il a démontré, je vous ai présenté par... Puisque n'oubliez pas, sur le plan de la défense, Adolphe Muzito a effectué un déplacement dans l'Est de la République démocratique du Congo à cette époque. Il est allé trouver que l'argent qu'on envoyait aux militaires, cet argent était détourné par les généraux, par les officiers qui étaient protégés par certaines autorités. Il est allé trouver la ration qui était achetée et envoyée pour soutenir le militaire qui allait au front, vendu dans les marchés pirates par les mamans. Et il fait passer ça à la RTNC une fois, et puis on a interdit à la RTNC de faire passer ces genres d'images. Adolphe Muzito a fait une communication. Mon co-débatteur est de l'Est, il connaît bien ce que je suis en train de dire ici. Donc c'est pour vous montrer que le président de la République, M. Joseph Kabila, avait un contrôle tel que dans ces domaines-là, il ne pouvait pas laisser main libre à son Premier ministre parce qu'il avait ses intérêts à lui dans ces secteurs-là. Voilà pourquoi déjà à cette époque-là, Adolphe Muzito parlait de gouvernement parallèle. Mais maintenant, je reviens
pour dire que là où il pouvait démontrer sa technicité au-delà de, en tout cas, des interférences politiques de son chef, il avait démontré. Je vous ai parlé de la dette extérieure publique, je vous ai parlé du budget, je vous ai parlé du PIB, je vous ai parlé, même ici, lorsque mon co-débatteur parle de NP, mais il faut dire que ça commençait déjà avec Adolphe Monzito, parce qu'à l'époque, il y avait plus de 600 000 NP. Plus de 600 000. Mais Adolphe Monzito, lorsqu'il arrive, il se bat pour réduire près de 400 000 NP. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est là où je dis que le Congo présentait de perspectives telles qu'aujourd'hui, voir le chiffre réalisé par le gouvernement Tshisekedi, je me dis, on pourrait aller au-delà s'il y avait de la technicité. Mais on a senti qu'ils n'ont pas pu donner plus que ce qu'on pouvait s'y attendre parce qu'il n'y avait pas justement un plan bien élaboré pour nous faire décoller, pour aller de l'avant. Lorsqu'il parle de route, mais vous savez que le Congo, avec le tracé colonial, nous avons 58 000 kilomètres prévus pour asphaltage sur le plan, en tout cas, de route d'intérêt national. Jusqu'à ce jour, nous n'avons que plus ou moins 3 000. Donc, le 5% de ce qui devrait être, en tout cas, construit, asphalté. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous en parle, on ne nous donne pas tous ces détails-là en termes de chiffres. Donc c'est pour montrer qu'on n'a pas... Pourtant, les budgets ont évolué. Pourtant, on nous dit qu'il y a eu des augmentations. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi augmenté en termes d'infrastructures? Parce que lorsqu'on parle même de 145 territoires, on peut construire des bâtiments dans ces territoires, on peut construire des marchés, on peut construire des écoles. Mais s'il n'y a pas de route qui relie ces territoires avec d'autres, qui relie ces territoires avec des agglomérations importantes, là où circule l'argent, là où il y a de banques, comment ces gens-là vont se développer? On nous parle de salaire, c'est bien bon, mais il faut faire l'équivalence avec l'augmentation du budget, l'augmentation des salaires de personnel d'en haut, c'est-à-dire des institutions, le chef des institutions, et le fonctionnaire qui travaille au jour le jour, mais qui gagne peu. On ne peut pas, ici... Il y a augmentation des salaires. Non, mais c'est comme ça que je dis. Lorsqu'on parle de l'augmentation des salaires, c'est une bonne chose. Ça, c'est connu. Que l'on nous dise aussi l'augmentation de ce que les députés, ce que le ministre, ce que les membres du cabinet touchent. Parce que si l'augmentation s'était faite dans la même proportion que ce que les députés, les membres de cabinet, les ministres, le président, le chef de l'État et tous les autres gagnent, je pense que ça pouvait aider l'économie et ça pouvait améliorer les sociales de notre peuple. Mais malheureusement, on s'est préoccupé plus, parce que ça, Vital Kamerhe l'avait dit. Il a dit au procès 100 jours, il dit, moi, je multipliais le salaire, j'ai amené les tels messieurs au niveau du cabinet, il touchait 1 000 $, mais j'ai augmenté son salaire, aujourd'hui il touche 12 000 $. Il a cité, il a donné le chiffre. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas se soucier, parce que quelque chose que monsieur, mon co-débatteur, a terminé par ça. Répartir à zéro, lorsque M. Tshisekedi disait que non, si vous ne voulez pas continuer dans cet élan, nous risquons de répartir à zéro. Mais comment répartir à zéro? Parce que M. Tshisekedi lui-même, lorsqu'il arrive, il ne trouve pas zéro. Il a trouvé qu'il y avait un budget. Il a trouvé qu'il y avait un PIB. Il a trouvé qu'il y avait quand même quelque chose sur le plan de la sécurité. Il a tout détruit. Mais non, parce qu'il dit que si vous ne votez pas pour moi, si vous votez pour quelqu'un d'autre, on va répartir à zéro. Non, nous n'allons pas répartir à zéro, parce qu'avant lui, il y a eu quelque chose qui s'était fait. Et après lui, on aura aussi à faire quelque chose. Donc, nous pensons que le peuple congolais, puisque nous sommes pendant la campagne, il peut voter pour le numéro 24 qui est Adolphe Monzito. Parce qu'il a démontré quoi il était capable. Et aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons faire mieux par rapport au gouvernement, au régime Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Blanchard. Monsieur Deo Bizibou, j'ai posé la même question à Maître Blanchard tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître les points faibles du président Tshisekedi, si on peut chercher à comprendre les aspects qu'il doit corriger de sa gouvernance, l'expérience qu'il a acquise pendant ces 5 ans, quels sont les points faibles qu'il doit corriger s'il parvenait à être élu? Je pense que les points faibles, ce ne sont pas vraiment des points faibles, comme je dois dire. Il a été contraint, vu la conjoncture. Mon co-débatteur disait qu'il fallait faire des choix. D'être soit dans la cohabitation, soit faire la coalition. Voyez-vous?
il a été fait le choix. M. Kabange avait prévu que M. Tshisekedi Félix soit caporalisé par lui. C'est ce qu'il a prévu pendant 5 ans. Et la caporalisation exactement consistait à ce que lui soit en train de voir un gouvernement, soit il suit tête baissée pendant 5 ans, et c'est l'échec. Le choix était vôtre, soit la coalition, voilà, il a levé l'option. La cohabitation. Il s'est rendu compte que cette coalition ne marchait pas. Il a levé l'option de créer l'union sacrée. Et dans cette union sacrée là-bas, n'oubliez pas, la majorité a changé en pleine législature. Exactement. Et quelle est la difficulté à laquelle il fait face aujourd'hui? C'est qu'il dirige avec ceux-là qui étaient même en face de lui, dans l'ancien camp. Ceux qui étaient dans l'autre camp. OFCC. Ça, c'est une faiblesse. Et exactement, nous sommes en train de demander à la population, maintenant là, de permettre à Félix Antoine Tshisekedi d'avoir une majorité qui lui soit homogène, exactement. Parce que quand nous disons le peuple d'abord, c'est vrai, nous sommes UDPS, moi ça me fait 32 ans de lutte. Quand vous dites serrons la ceinture, naturellement je la serre. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait, qui ne connaît pas le peuple d'abord, c'est quoi? Tshisekedi c'est quoi? Il n'en sait rien. Vous lui dites, et peut-être là, il a même contribué à liquéfier le pays. Vous lui dites serrons la ceinture, mais écoutez, et c'est comme ça qu'il faut comprendre certaines difficultés dans le chef de l'État qu'il a eu donc pendant ce mandat. Pourquoi? C'est parmi les plus grandes difficultés. Ça veut dire quoi? Pour ne pas être dans la cohabitation et suivre M. Kabange tête baissée, il fallait lever l'option. D'où le chef de l'État a dû supporter certaines choses qui n'auraient pas dû être supportées parce qu'il fallait seulement maintenir la coalition exactement. Maintenir les gens dans l'union sacrée. Et moi je pense que là où nous sommes en train d'aller maintenant, voilà pourquoi nous avons l'occasion. Nous sommes en train d'aller aux élections. Demandons au peuple congolais de voter exactement le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, et lui donner une majorité homogène qui lui soit la majorité à lui. Était-ce une erreur? Permettez-moi. Oui. Non, ça a été tout à fait stratégique pour quitter le joug de M. Kabange et l'isoler. Qui avait cru que dans ce pays ici, M. Kalev, qui avait cru que dans ce pays ici, on a connu des hommes forts, des tortionnaires, comme John Numbi, qui l'avait cru? Jamais. Mais il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi use d'une certaine ingéniosité. Permettez-moi de dire une chose par rapport à ce que mon collègue, mon collaborateur disait. Les faits sont tels que il faut s'assumer pleinement. Comme on dit à Kinshasa et au Congo, pendant les Kambamabele, Papa Basaka Nakate. Quand il faut vendre le pays, il n'y a pas de raison qu'on puisse avancer. Monsieur Blanchard, je suis désolé de constater que pendant les Kambamabele en Mboka Oyo, où vous avez permis, où M. Mouzou a accepté que les Rwandais entrent dans l'armée. Nous avons quand même des cas de figure où il y a des Congolais qui ont dit non. Vu ceci, nous avons un cas de figure comme par exemple à l'époque où M. Vital Kamere était, et reconnaissons chacun selon ses mérites. Il était président de l'Assemblée nationale. Mais il apprend que les forces étrangères viennent sur le sol congolais. Il dit non, ça, il est même. Bien sûr, il avait résisté, il ne voulait pas quitter. On l'a mis dehors. Mais il y a aussi des personnes dans ce pays ici qui auraient dû être Premier ministre, mais qui refusaient. Et nous remontons, qu'on soit en coalition ou non. Sa responsabilité personnelle est engagée. Nous sommes dans ce pays où on a vu Mobutu nommer Tshisekedi Premier ministre. Il refuse. On a vu dans ce pays ici, il y a eu des négociations, rappelons-nous, négociation de la Cinco. Nous sommes en 2016, je pense. Tshisekedi Félix pressenti Premier ministre. Il y a eu tout ça, mais il envoie de la responsabilité individuelle de tout un chacun. Mais pendant les Kamamabelen de Konangaï de ce côté-là, convoi de Laurent Kunda, convoi mixage et consort. La question de l'Est, justement, la question de l'Est de la RDC. Le chef de l'État a dit qu'il ne peut plus jamais, alors il a dit, plus jamais dialoguer avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Qu'est-ce que cela veut dire? Parlons de... Oui, mais... Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais c'est la même chose que je suis en train de dire ici. C'est uniquement la voie militaire. C'est uniquement la voie militaire qui est privilégiée. Si on doit comprendre ça comme ça. Je dis ceci. Ouais. Messieurs, la solution pour la question... On a identifié l'ennemi qui est connu. Ouais.
Et quand les autres disent d'ailleurs qu'ils vont mettre fin à la guerre sans avoir identifié l'ennemi, et c'est ce qu'on les attrape exactement. La main est dans le sac. Pour dire quoi? Vous allez mettre fin à la guerre comment? Sans connaître qui est l'ennemi, sans le nommer. C'est que vous savez que vous vous entendez avec lui, de telle sorte que quand vous vous retrouvez au pouvoir, vous dites Tika, je suis là, je vais vous servir comme d'habitude. Et voilà. Et en peu de temps, depuis que la guerre a commencé à l'Est, est-ce que vous savez que c'est depuis que le Rwanda, depuis 1996, l'AFDEL, que l'insécurité est venue ici au Congo? Avant cela, ça n'avait jamais existé. C'est quand les Rwandais viennent au Congo que l'insécurité est venue ici. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'identifie pas l'ennemi qui est Paul Kagame, tant qu'on n'identifie pas ce qu'il y a là-bas de ça, on ne saura pas mettre fin à la guerre. Qu'est-ce que vous comptez faire au deuxième mandat pour mettre fin? Parce que apparemment, le mandat déjà à la fin, l'Est est toujours en proie à l'insécurité. Qu'est-ce que vous allez faire au deuxième mandat? Je vous ai dit que pour que la situation, le Congo soit totalement pacifié. Il est question de temps. Je vous ai dit ici que l'armée dans ce pays ici souffre de Santon Tshisekedi. C'est maintenant qu'on voit encore. Vous vous rappelez, il y a je pense 3 mois, un exercice militaire de parachutage où où les militaires sont en train d'effectuer, font des parachutages. C'est tous les riverains qui sont venus observer comment ça se fait. Ils n'avaient plus jamais vu ça. On n'avait plus jamais parlé dans ce pays ici de l'aviation militaire. On n'avait plus jamais parlé. Mais aujourd'hui, maintenant, là, l'armée monte en puissance. Même pour importer la tenue militaire, c'est tout un problème. Parce que nous étions sous embargo. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie du chef de l'État, nous ne sommes plus sous embargo. Aujourd'hui, nous importons les armes. Nous sommes en train d'équiper notre armée de telle sorte que... Le chef de l'État... Je vous ai dit... Tout à fait. Le chef de l'État avait dit... Je vous ai dit, si ça ne dépendait que de M. S'il Kagame... n'arrive pas à restaurer la paix dans l'Est, il considérera son mandat comme étant un échec. Alors, le deuxième mandat, ici, qui va commencer, est-ce qu'il va mettre fin à l'insécurité? Je vous disais ceci. S'il accédait au pouvoir pour la seconde fois. Je vous disais ceci, que si ça ne dépendait que de M. Kagame, tout l'Est déjà, y compris Kinshasa d'ailleurs, parce que, rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés ici, qui fomentaient des coups pour abattre l'avion présidentiel. Les Rwandais étaient partout. Il y en a encore, mais les gens qui ont infiltré l'armée et l'esprit de renseignement depuis 1997, vous pensez que du coup on y met fin? Non. Il faut combien de temps? Ça va prendre, ça va prendre encore un peu de temps. Un peu combien? Bien entendu, non. Vous savez la guerre. Non, le deuxième mandat, est-ce que... De ce côté-là. Est-ce que pendant le deuxième mandat, au cours du deuxième mandat, il est possible que vous mettiez fin à l'insécurité? Si vous Absolument, on va mettre fin. C'est-à-dire, principalement parce que n'oubliez pas que c'est comme une pègre avec beaucoup de ramifications. Même en Ituri là, Kagame y est. C'est lui qui alimente. Il est très fort. Il a tout un réseau. Il est très fort, ce monsieur-là. Mais il y travaille depuis 1997-98. Depuis très longtemps. Félix Antoine Tshisekedi prend le pays en 2019. Mais c'est M. Kagame a planifié, c'est depuis. Est-ce que vous vous rappelez que, d'ailleurs, vous savez que dans ce pays ici, jadis on pensait que l'Est, les dossiers Est ne concernaient que le Grand Kivu. Mais c'est quand on a vu une opération aéroportée, où on a vu l'armée rwandaise partir de Goma, sous le RCD à l'époque, jusqu'à Kiton à l'ouest. Maintenant, les Congolais, ah bon? Donc ce n'est pas une question de Kivu. D'accord. On veut tout prendre. Donc le chef de l'État, l'armée est en train de monter aujourd'hui en puissance, équipée. Quand vous voyez les moyens qui sont... et même quand nos compatriotes parlent de dollars, comprennent aussi que pour recouvrer la paix à l'Est là-bas, protéger le pays, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Effectivement. Nous avons aujourd'hui plus de 40 000 hommes. Le centre d'inscription ne fonctionnait, les centres d'instruction plutôt, ne fonctionnaient plus. Aujourd'hui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc l'armée est en train de monter en puissance. On va terminer avec vous. Je vais prendre rapidement 2 minutes, Maître Blanchard Mongoma. Je vais demander à la régie, Madame Jemima Panzou, de nous tolérer pour quelques minutes simplement. On va finir. Alors, Maître Blanchard Mongoma, la question de l'Est, c'est une question que beaucoup de présidents ont traversée. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, il finit son premier mandat. On ne sait pas s'il sera reconduit. Alors, Adolphe, vous avez déjà fait des propositions qu'on peut comprendre. Comment mettre fin à cette situation et pendant combien de temps? D'abord, je commencerai par dire que faux et archi-faux, Adolphe Mouzito n'a jamais permis aux Rwandais d'entrer
en République démocratique du Congo, moins encore dans notre armée. Puisque si vous vous Non, rappelez encore... il faut qu'on se dise certaines vérités, Maître Blanchard Mungomba. Kundabatoire a été à défait l'époque de la Mouzito. signature, à l'époque de la signature de l'accord de CNDP, c'était Mouzito qui fut Premier ministre. Ça, c'est une vérité. Non, mais on ne peut pas changer. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Je vous ai dit clairement que, constitutionnellement parlant, parce que lorsque vous parlez de l'époque, ça c'est trop général. Non, il faut identifier la responsabilité. 2009, c'est pour ça que je dis il faut identifier la responsabilité de Mouzito. Parce que j'ai démontré que le président de la République a une prédominance dans ces secteurs-là, volets sécuritaires, par rapport au Premier ministre. C'est-à-dire le Premier ministre ne contrôle pas et ne décide pas totalement, puisque c'est un domaine constitutionnellement parlant qui est en tout cas contrôlé par le président de la République. Ce qui fait que le gouvernement Mouzito, d'ailleurs, avait permis à ce que nous puissions défaire le CNDP de Kundabatoire lorsqu'il est allé trouver son retranchement au Rwanda. Donc ça, c'est très important, il faut les noter. Et je l'ai dit que Mouzito, lorsqu'il descend dans la partie est de notre pays, à Goma, pour soutenir les FARDC par rapport à cette guerre de Kundabatoire, c'est là où il va remarquer que les généraux étaient en connivence avec les autres. Et ces généraux-là étaient protégés par M. Kabila. Mais aujourd'hui, il a fait quoi pour mettre fin à ça? C'est bien. Vous le dénoncez aujourd'hui, Tshisekedi vit les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui avait fait? Non, mais il a dénoncé. Il a publié ça dans le média et il a dit... pour un Premier ministre? Non, mais il a défait les... N'avait-il pas le pouvoir? Non, il a défait Kundabatoire. Ça, il faut les noter. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun... Le gouvernement Tshisekedi n'a défait aucune force négative, jusqu'à aujourd'hui. Mais Mouzito avait défait en tout cas Kundabatoire et les CNDP de Kundabatoire. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'histoire retient cela. À part la construction du mur... Mais maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose de très important par rapport à la sécurité. D'urgence. Toujours. C'est une urgence. Mon co-débatteur a dit que l'armée est infiltrée. Vous savez... Depuis que l'IDPS et M. Tshisekedi sont au pouvoir, aujourd'hui, ils vont totaliser 5 années. Mais ils n'ont jamais présenté ces infiltrés qui se trouvent dans l'armée congolaise. Puisque depuis que nous étions ensemble dans l'opposition, nous disions la même chose. Nous étions très contents de voir que cette fois-là, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Il va finalement, en tout cas, dénicher ces infiltrés et les placer devant le peuple, et le peuple va prendre ses responsabilités. Malheureusement, ils ne l'ont jamais fait. Parmi le nom des généraux qui étaient cités chaque fois dans le rapport des experts des Nations Unies, dans le rapport de la MONUSCO, parmi ces généraux, il y a des généraux qui continuent à être en fonction jusqu'à ces jours. Mais l'IDPS les dit non. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a à boire et à manger. Là ce sont les méfaits, les mauvaises choses, les mauvais constats dans l'armée. Que feriez-vous de façon... Parce que là, il y a plus de 6 millions de déplacés aujourd'hui. Le drame humanitaire est vraiment criant. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, de façon urgente? Parce que la population a besoin de la paix. De façon urgente, nous l'avions dit, nous avons 2 propositions pour sécuriser l'Est de notre pays. La première proposition, c'est effectivement aller sur le plan militaire. Parce que nous avions estimé que la diplomatie n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que Paul Kagame... Sur le plan militaire, pendant que cette armée, vous le dites vous-même, elle est infiltrée. Est-ce que ce n'est pas déjà un mauvais départ? Non, ce n'est pas un mauvais départ. Vous savez, pour savoir, parce que, je l'ai dit, il existe des rapports qui citent nommément les généraux qui continuent à être dans l'armée comme étant des infiltrés. Les généraux qui, en fait, il y a les rapports des experts des Nations Unies. Mais malheureusement, nos amis de l'IDPS jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à appliquer ces rapports-là. Est-ce que c'était de faux rapports? Est-ce que c'était de vrais rapports? C'est à eux de nous les dire, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous disent rien. Selon les Nations Unies, plus de 150 groupes armés, même peut-être même plus, qui se vissent dans cette partie du pays. La seule solution, c'est la solution militaire. C'est la solution militaire pour nous, parce que la diplomatie, pendant plus de 2 décennies, n'a pas donné de résultats. Alors, puisque nous ne pouvons pas, nous, comme régime ou pouvoir en place, dès que nous serons au pouvoir, nous ne pouvons jamais accepter que les sangs de Congolais continuent à couler. Nous allons prendre des dispositions militaires. En prenant des dispositions militaires, pour nous, en tout cas, je ne peux pas ici donner les temps, mais pour aller aux réformes, préparer un budget et en tout cas mettre de côté tous les responsables qui travaillent en connivence avec des forces négatives, ça ne nous prendra que 2-3 mois.
pour mettre de côté toutes, en tout cas, personnes qui infiltrent notre armée, qui travaillent dans le sens de nous neutraliser. Donc, et en ces moments-là... on peut se dire que les 100 premiers jours d'Adolphe Mosito, la question de l'Est, qui a fait presque 30 ans, ça résolu en 3 mois. Ça sera résolu parce que avec la force, nous avons des hommes forts. Mais ces hommes-là ont un problème d'équiper. Ils ne sont pas équipés. Ils ont un problème de motivation. Ils ont un problème de la volonté politique qui n'accompagne pas. Mais deuxième proposition, nous avions dit, nous allons construire un mur de séparation. Parce que le Rwanda, le régime rwandais a montré qu'il a des visées, en tout cas expansionnistes. Il tente chaque fois de déranger la quiétude de nos compatriotes. Et nous disons que nous devons construire un mur de séparation en préservant un corridor qui sera sécurisé pour permettre justement les échanges entre populations sur le plan économique et tant d'autres. Merci beaucoup, Maître Blanchard. Monsieur Déo Bizibou. Alors, est-ce qu'il a tort de dire que aujourd'hui c'est la solution militaire? Écoutez, je reviens d'abord en ce qui concerne la technicité. Vous savez, Adolphe Mosito est Premier ministre dans ce pays. La sentinelle qui devait sécuriser, parce qu'il parlait de l'économie, l'argent du pays et consort. La Cour des comptes, on n'en parlait pas. L'IGF, on n'en parlait jamais. Il a fallu que Tshisekedi Félix arrive au pouvoir pour qu'on revoie. Pourtant, ces institutions existent depuis très très longtemps. Pourquoi on n'en voulait pas? Parce qu'effectivement, il fallait faciliter le coulage des recettes et consorts. Vous avez suivi le dernier rapport il n'y a pas longtemps où l'IGF, ou plutôt la Cour des comptes, fait sous les gens qui prétendent aller se faire soigner à l'étranger. Ils n'y vont pas, ils bouffent l'argent de l'État ici. Donc, ça, il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi soit. Et puis, mon co-débatteur dit, Mosito, Premier ministre, il dénonce les généraux qui détournaient la solde, qui détournaient la ration pour ne rien faire. Mais non, un Premier ministre, il agit. Il n'a pas agi. Voilà pourquoi, parce que nous en arrivons à ce qu'ici, nous, sous Félix Antoine Tshisekedi, on a fait contre les généraux, les officiers qui détournaient la ration militaire, en Ituri et consort, sous Félix Antoine Tshisekedi. C'est là qu'on voit les bras séculiers du Rwanda, Mwanga Chuchu, en prison. L'homme sur qui le Rwanda s'appuyait pour puiser, coltan et consort, toute une industrie, et voilà, il est aujourd'hui en prison. Et, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un échec? Vous dites? La résolution de l'insécurité. Je dis, mais lorsqu'on prend Mwanga Chuchu, c'est un échec. Lorsqu'on prend Mwanga Chuchu, qui avait avec lui, qui recrutait avec lui des policiers, des agents venus du Rwanda, et pour les infiltrer dans la police, comment? Les déboulonnements ne peuvent pas durer seulement l'espace d'un matin. Est-ce que vous avez pacifié l'Est? Nous sommes en train de pacifier. Aujourd'hui, mon collaborateur parlait d'équiper l'armée. L'armée n'avait jamais été équipée comme elle est aujourd'hui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, tous les centres d'instruction sont en train de... Pourquoi vous ne récupérez pas les territoires? Quel est le problème au juste? Exactement. La population vous suit, a besoin de comprendre réellement ce Exactement. qui se passe. Nous avons circonscrit l'ennemi. Et là où, parce que le collaborateur parlait du CNDP, en fait, c'est là que les Congolais s'est trompé par moment. C'est comme ce qu'on dit en Lingala, Ozola Kisamutu, Sanza, Aotala Moussapi. Mais non, l'ennemi, ce n'est que le Rwanda qui se muait, qui sous-traite par le RCD. Le RCD est passé au CNDP, le CNDP est passé au M23, mais c'est le Rwanda. Et maintenant que le chef de l'État a pris l'aide, il a bien dit clairement, Yena Rwanda, Yena Kagame, Makambo Yako Solo Laizate. Et la diplomatie fait son travail. On ne peut pas y aller seulement par la guerre. Non. Voilà, par exemple, j'ai dit ici que nous ne sommes plus sous embargo. Pourquoi? Parce que diplomatiquement, nous sommes arrivés à gagner. De ce côté-là, où nous ne sommes plus sous embargo. Comment vous allez gagner la guerre? Parce que la guerre suppose que vous avez les armes, les munitions, vous avez des ravitaillements. Mais nous commençons maintenant à fabriquer des munitions ici au Congo, ici aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne faisait plus jamais, qu'on est en train de faire. Donc, on a circonscrit l'ennemi. C'est plutôt maintenant, il faut voir comment cette guerre ici, on a besoin que Kagame quitte notre territoire. Le chef d'État a mis tous les moyens, tous les paquets. Il a dit 3 mois. Il a dit 3 mois, ils vont mettre fin à cette... Je dis 3 mois, vous savez, on s'adapte à la situation. Ok. L'ennemi, sur le plan stratégique,
Vous ne savez pas quand vous mettez fin exactement donc, à la guerre. Mais quand vous voyez aujourd'hui, par rapport à, ça, à là d'où nous venons, comme je disais, que en une semaine, le Rwanda s'est décidé de prendre Goma, Bukavu, Uvira en une semaine et ça tombait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État contient la situation. Eh bien, de peu de temps, et Rutshuru, et Nyiragongo, et Massissi rentrons dans les girons. Ça, c'est pour le deuxième mandat, peut-être. Mais ça, c'est pas, je vous dis, nous sommes sur les têtes des combats maintenant. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en tout moment, ça peut arriver, bien entendu. Alors, une seconde. Messieurs, mon co-débatteur a parlé de l'IGF. Je rappelle que l'IGF n'a jamais été un service, en tout cas public, sous le contrôle du Premier ministre. L'IGF dépend de l'institution président de la République. Ce qui fait que si l'IGF n'a pas fonctionné normalement pendant ces temps-là, ce n'est pas la responsabilité du Premier ministre. C'est une fois de plus la responsabilité du président de la République. Donc c'est pour montrer qu'ici, il y a plus une fixation sur la personne d'Adolphe Muzito au lieu de voir la réalité en face, selon que la Constitution et les textes de la République organisent l'administration dans notre pays. Donc c'est là où j'insiste pour dire que si effectivement nous acceptons qu'il y a une part de responsabilité chez nous, mais la responsabilité sera établie selon les degrés. Chacun va répondre selon ses degrés, selon son rapport par rapport à ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Maintenant, il faut répondre de ça. Merci beaucoup. Donc Terminator, il faudra répondre forcément comment le Terminator est devenu officier général congolais sous Muzito. Mais quand il va là, il dit non, voilà, moi je suis rwandais. Il est même prêt à plaider en Kenya-Rwanda pour dire que moi, le Congo, non. Là, c'est sous Muzito. Et malheureusement, moi j'insiste pour dire que l'IDPS pendant 32 ans a parlé de l'infiltration de notre armée, mais pendant 5 ans, il n'a pas pu nous prouver un seul militaire qui est infiltré. Et je vous ai dit que le chef de l'État a signé une ordonnance qui a exclu de l'armée des officiers rwandais dans ce pays. Non, mais on n'a pas vu les Rwandais montrer. On a écarté des officiers, des généraux congolais comme étrangers, mais il n'y a pas eu des Congolais infiltrés. Monsieur Deo Bizivou, merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce débat, on aurait aimé le continuer, mais le temps nous est imparti. Merci énormément de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec d'autres invités. La campagne se poursuit. À très bientôt.